Quand Léa Martin, 12 ans, entra dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Paris avec un dossier rempli de dessins et une détermination qui glaça le sang aux avocats présents, personne n'imaginait qu'elle était sur le point d'assister au procès le plus extraordinaire de l'histoire judiciaire française. Avec ses nattes bien peignées et son uniforme scolaire repassé, elle se leva devant le juge et prononça les mots qui allaient tout changer. « Monsieur le Président, je suis l'avocate de ma mère. » Sa mère, Catherine Martin, était accusée d'homicide volontaire pour avoir tué l'homme qui, pendant des années, avait abusé d'elle et de Léa. Mais quand la fillette ouvrit ce dossier et commença à parler, elle révéla une vérité si choquante que toute la salle retint son souffle. Ce qui se passa dans cette salle d'audience allait devenir légende dans la justice française. La 5e chambre du tribunal de grande instance de Paris n'avait jamais abrité un procès si déchirant. Catherine Martin, 34 ans, était assise au banc des accusés avec le regard vide de celle qui avait déjà tout perdu. L'accusation était celle d'homicide volontaire pour avoir tué Julien Moreau, son compagnon violent qui pendant 5 ans avait transformé leur vie en un enfer quotidien. L'histoire présentée par le procureur était simple et apparemment claire. Catherine avait tiré 3 coups de pistolet sur Julien pendant qu'il dormait après une énième nuit de violence. Le ministère public soutenait qu'il s'agissait de préméditation, qu'elle avait tout planifié dans les moindres détails. Les preuves semblaient accablantes contre elle. La veille du procès, Catherine avait congédié son avocat en déclarant qu'elle voulait se défendre seule. Une décision qui avait surpris tout le monde. Une femme traumatisée, sans formation juridique, face à l'accusation la plus grave du code pénal français. Mais personne n'attendait ce qui était sur le point de se produire. Quand les portes de la salle d'audience s'ouvrirent, Léa Martin fit son entrée. 12 ans, grande pour son âge, avec des cheveux blonds tressés en 2 nattes parfaites et l'uniforme du collège Sainte-Marie repassé avec un soin obsessionnel. Elle marchait d'un pas résolu, portant un dossier marron qu'elle avait préparé pendant des semaines. Elle s'arrêta devant le banc de la défense, regarda sa mère avec une détermination qui ne devrait pas exister chez une fillette de 12 ans, puis s'adressa au juge d'une voix claire et ferme. Le silence qui suivit ses paroles fut assourdissant. L'avocat de l'accusation se leva d'un bond. Le juge retira ses lunettes incrédules et les journalistes présents commencèrent à chuchoter frénétiquement entre eux. Le juge, maître François Dubois, vétéran de 40 ans de tribunaux, n'avait jamais été confronté à une situation similaire. D'un ton paternel, il expliqua à Léa qu'elle ne pouvait pas représenter légalement sa mère, n'étant ni majeure ni diplômée en droit. Mais Léa ouvrit le dossier et sortit un cahier rempli de notes écrites de l'écriture précise d'une fillette de 12 ans déterminée. Elle avait étudié l'article 317 du Code de procédure pénale, soutenant que sa mère avait le droit de choisir son défenseur. La salle explosa en murmures confus. C'était impossible, absurde, et pourtant cette fillette parlait avec une assurance qui donnait la chair de poule. Quand le juge demanda à Catherine si elle confirmait vouloir être représentée par sa fille, la femme acquiesça avec des larmes aux yeux. Léa savait tout sur ce qui s'était passé. Alors Léa sortit du dossier quelque chose qui fit trembler tous les présents. Un paquet de dessins faits au crayon de couleur. C'était la preuve que sa mère n'avait pas commis un meurtre, mais qu'elle avait sauvé la vie de toutes les deux. Quand Léa ouvrit le premier dessin, toute la salle retint son souffle. C'était le début d'une vérité si terrible qu'elle allait changer à jamais la perception de cette affaire. Le premier dessin que Léa montra au tribunal représentait une fillette de 7 ans qui pleurait dans un coin, tandis que 2 figures adultes se disputaient. Les crayons rouges avaient été utilisés pour dessiner des taches sur le visage de la figure féminine. La date, écrite d'une écriture enfantine, 15 mai 2019. Première fois que Julien a fait mal à maman. Le silence dans la salle était si profond qu'on entendait la climatisation. Léa continua d'une voix ferme, malgré les larmes qui commençaient à couler sur son visage. Elle raconta que Julien était venu vivre avec elle quand elle avait 7 ans. Au début, il semblait gentil, apportait des bonbons et l'appelait princesse, mais ensuite tout avait changé.
Le deuxième dessin montrait une fillette cachée sous un lit, tandis que deux adultes se disputaient dans la pièce voisine. La figure masculine avait les mains levées vers la féminine. Léa expliqua qu'elle se cachait quand ils commençaient à se disputer, pensant au début que tous les papas étaient comme ça avec les mamans. L'avocat de l'accusation tenta de protester en soutenant que les dessins n'avaient pas de valeur probante, mais le juge l'arrêta d'un geste, voulant entendre tout ce que Léa avait à dire. Le troisième dessin glaça la salle. Il montrait une fillette avec des bleus sur les bras et à côté une figure adulte masculine aux mains rouges. Léa expliqua que c'était quand Julien avait commencé à lui faire mal à elle aussi. Sa mère ne le savait pas au début, car il lui disait que si elle parlait, il ferait encore plus mal à maman. Catherine, depuis le banc des accusés, commença à sangloter. Elle ne savait pas que sa fille avait tout documenté, qu'elle avait tenu un journal visuel de leur souffrance. Léa continua à montrer les dessins l'un après l'autre. Chaque dessin racontait un morceau de leur vie, les visites aux urgences à cause des escaliers, les excuses inventées pour les bleus, les nuits passées à trembler de peur. Un dessin particulièrement troublant était daté du 23 décembre de l'année précédente. Julien avait dit à Léa qu'il lui ferait un cadeau spécial pour Noël. Le dessin montrait une fillette donnant un mot à une figure féminine. Léa sortit le vrai mot, écrit au feutre de couleur. « Maman, si on ne fait rien, Julien va nous faire très mal. J'ai peur. » La salle était complètement silencieuse. Même l'avocat de l'accusation semblait bouleversé par ce témoignage cru et innocent. Léa expliqua que c'était la première fois qu'elles avaient vraiment parlé de ce qui se passait, la première fois que sa mère avait compris que Julien lui faisait du mal à elle aussi. Le dernier dessin était daté d'une semaine avant la mort de Julien. Il montrait deux figures féminines qui s'embrassaient, tandis qu'une figure masculine s'approchait avec les mains tendues comme des griffes. Léa expliqua que Julien avait dit que cette nuit-là, il lui apprendrait à être une gentille petite fille, et sa mère avait parfaitement compris ce qu'il voulait dire. La vérité commençait à émerger dans toute son horrible clarté. Mais Léa n'avait pas encore fini de révéler tous ses secrets. Léa ferma le dossier des dessins et ouvrit son cahier de notes, écrit avec la précision d'une journaliste en miniature. Elle commença à raconter d'une voix ferme ce qui s'était passé la nuit du 15 janvier, celle qui avait tout changé pour toujours. Ce jour-là, Julien était rentré très en colère, avait bu comme toujours quand il s'énervait, et avait commencé à crier contre Catherine pour le dîner qui ne lui plaisait pas. À 8h30, il avait appelé Léa dans sa chambre, disant qu'il voulait jouer à un jeu que seuls les grands connaissaient. Catherine était dans la cuisine, mais Léa savait qu'elle avait entendu et compris. À 9h10, sa mère était entrée dans la chambre et avait vu Julien essayer d'abuser de Léa. Elle avait commencé à crier et pleurer, Julien l'avait poussée violemment et avait ordonné à Léa d'aller dans sa chambre. Léa sortit un plan de la maison où elle avait marqué les horaires avec une précision obsessionnelle. De 9h30 à 11h, Julien avait fait du mal à Catherine. Léa entendait tout depuis sa chambre. Sa mère pleurait et suppliait. À 11h15, Julien était sorti de la maison en menaçant qu'à son retour, il finirait ce qu'il avait commencé. Le juge se pencha en avant, complètement captivé par le récit de cette fillette qui démontrait une lucidité terrifiante en reconstituant cette nuit terrible. À 11h30, Catherine était venue dans la chambre de Léa. Elle était couverte de bleu, avec un œil au beurre noir et la lèvre fendue. Elle l'avait serrée dans ses bras en disant qu'elle devait vraiment la protéger, qu'elle ne pouvait plus permettre que Julien lui fasse du mal. Léa montra un autre dessin. Deux figures féminines assises sur un lit, se regardant dans les yeux. Cette nuit-là, Catherine avait tout raconté à sa fille, avait avoué que Julien avait menacé de les tuer toutes les deux si elles parlaient jamais à quelqu'un, qu'elle avait peur qu'il commette tôt ou tard des violences encore plus graves. Julien était rentré à 2h du matin complètement ivre et était allé se coucher sans même vérifier si elles étaient encore vivantes. Catherine avait attendu qu'il s'endorme profondément. À 3h40, Catherine était allée au tiroir où Julien gardait le pistolet, celui qu'il avait acheté pour les protéger des voleurs.
mais qu'il utilisait en réalité pour les terroriser. Elle était entrée dans la chambre où Julien dormait, tandis que Léa restait à la porte parce qu'elle voulait s'assurer qu'il ne fasse pas de mal à sa mère. Léa raconta qu'elle avait vu sa mère trembler et pleurer en pointant le pistolet vers Julien. Quand il s'était réveillé, il avait commencé à rire, soutenant que Catherine n'aurait jamais le courage. Puis il avait vu Léa à la porte et avait prononcé des mots que la fillette n'oublierait jamais, menaçant de bien s'occuper de la petite, après en avoir fini avec Catherine. Catherine avait tiré 3 fois. La première quand Julien avait essayé de se lever du lit, la deuxième quand il avait tenté de l'atteindre, la troisième quand il s'était dirigé vers Léa. La salle était complètement silencieuse, tandis que Léa concluait son récit en regardant le juge, avec des yeux pleins de larmes, mais aussi d'une détermination inébranlable. Sa mère n'avait pas commis un meurtre. Elle avait sauvé la vie de toutes les deux. Léa n'avait pas terminé sa défense. Avec les gestes précis d'une petite enquêtrice, elle sortit du dossier une série de sachets plastiques transparents qui firent écarquiller les yeux à tous les présents. Elle expliqua que pendant les 2 dernières années, elle avait collecté des preuves chaque fois que Julien leur faisait du mal, car elle avait toujours su qu'un jour, quelqu'un devrait connaître la vérité. Le premier sachet contenait un t-shirt déchiré que Julien lui avait détruit le 3 novembre précédent. Léa avait caché les morceaux sous le matelas pendant des mois. Le deuxième sachet contenait une photo qu'elle avait prise en secret des bleus de sa mère le 20 décembre. En utilisant le téléphone de l'école quand la maîtresse ne regardait pas. L'avocat de l'accusation tenta de protester en soutenant que ces prétendues preuves n'avaient pas été acquises selon les procédures légales. Mais le juge l'arrêta sèchement. Cette fillette n'était pas une enquêtrice professionnelle, c'était une enfant de 12 ans qui avait essayé de documenter sa propre souffrance. Léa ouvrit le 3e sachet et en sortit un magnétophone jouet, un de ceux qu'on achète dans les magasins de jouets. C'était un cadeau de grand-mère pour son 10e anniversaire. Quand elle avait compris que Julien devenait violent la nuit, elle avait commencé à enregistrer les bruits depuis sa chambre. Elle appuya sur play et du petit haut-parleur sortirent des sons glaçants, cris, pleurs, bruits d'objets qui se cassent et surtout la voix de Julien menaçant Catherine avec des mots qu'aucun enfant ne devrait jamais entendre. Léa révéla qu'elle avait 17 enregistrements similaires, tous cachés sous sa poupée Barbie préférée, car Julien n'aurait jamais regardé là. Le 4e sachet contenait des papiers pliés avec soin. C'étaient les rapports médicaux des urgences, que Léa avait copiés méticuleusement chaque fois que sa mère se blessait en tombant dans les escaliers ou en se cognant contre les portes. Les rapports, copiés d'une écriture enfantine mais précise, montraient un schéma indéniable de violence domestique. Le dernier sachet contenait un DVD fait maison, avec écrit dessus au feutre de couleur. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Les menaces de Julien, 10 janvier 2024. Léa expliqua que 5 jours avant que sa mère l'arrête pour toujours, Julien était venu dans sa chambre ivre, pensant qu'elle dormait. Il avait commencé à parler tout seul, décrivant ce qu'il ferait à elle et à maman. Léa avait caché le téléphone de Catherine sous l'oreiller et avait tout enregistré. Quand la vidéo fut diffusée, les mots qui sortirent des haut-parleurs glacèrent le sang de tous les présents. Julien décrivait en détail les violences qu'il avait l'intention de commettre, parlant de Léa comme d'un jouet qu'il était temps d'utiliser vraiment. Quand la vidéo se termina, un silence de mort tomba sur la salle. Même l'avocat de l'accusation semblait bouleversé par ce qu'il avait entendu. Léa ferma tous les sachets et regarda le juge avec des yeux qui avaient vu trop de choses pour une fillette de 12 ans. Sa mère n'était pas une meurtrière, c'était une héroïne qui avait sauvé la vie de son enfant. Et elle était là pour s'assurer que tout le monde le sache. Le juge retira ses lunettes et s'essuya les yeux. En 40 ans de carrière, il n'avait jamais assisté à un témoignage si puissant et déchirant. Après avoir présenté toutes les preuves qu'elle avait collectées avec la détermination d'une petite détective, Léa s'adressa à sa mère en l'invitant à raconter sa version de cette nuit terrible.
Catherine se leva lentement, tremblant comme une feuille, et s'approcha du microphone. D'une voix brisée par l'émotion, Catherine commença son récit. Elle n'avait jamais voulu que sa fille voie tout ce qui se passait, avait désespérément essayé de la protéger, mais Julien avait menacé de les tuer toutes les deux si elle quittait jamais la maison. Il avait des contacts dangereux, connaissait des gens qui pouvaient les faire disparaître sans laisser de traces. La voix de Catherine se raffermit tandis qu'elle expliquait que cette nuit-là, quand elle avait vu Julien entrer dans la chambre de Léa, elle avait compris que le moment d'agir était venu. Elle ne pouvait plus attendre, ne pouvait plus espérer que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Catherine regarda l'avocat de l'accusation, puis le juge, expliquant qu'elle n'avait rien prémédité. À ce moment-là, elle ne pensait qu'à sauver sa fille. Quand elle avait pris ce pistolet, ses mains tremblaient tellement qu'elle pensait ne même pas pouvoir le tenir. Léa se leva et alla près de sa mère, prenant sa main dans un geste de solidarité qui émut tous les présents. Catherine continua en racontant qu'elle avait vu Julien rire quand il s'était réveillé, avait vu la façon dont il regardait Léa et avait compris que cette nuit serait la dernière où il pourrait lui faire du mal. Elle s'adressa directement aux jurés qui observaient en silence, expliquant qu'elle ne demandait pas de justifier ce qu'elle avait fait. Elle avait tué un homme, c'était indéniable. Mais elle demandait de comprendre qu'à ce moment-là, elle était une mère qui protégeait son enfant du monstre qui vivait dans leur maison. L'avocat de l'accusation se leva pour le contre-interrogatoire, mais Léa l'arrêta. Elle avait une dernière chose à montrer. Une lettre qu'elle avait écrite à Julien 3 jours avant que sa mère l'arrête. Elle ne la lui avait jamais donnée, mais l'avait conservée, car elle voulait qu'un jour quelqu'un sache ce qu'elle ressentait. Léa lut la lettre d'une voix claire. C'était le message d'une fillette qui avait perdu l'innocence trop tôt, mais qui n'avait jamais perdu l'espoir qu'un jour quelqu'un l'écouterait et la croirait. Quand Léa eut fini de lire, on n'entendait pas une mouche voler dans la salle. Elle replia la lettre et regarda le juge avec une détermination absolue. C'était la défense de sa mère. Une mère qui avait fait ce que n'importe quel parent ferait pour protéger son enfant. Le juge prit quelques minutes pour réfléchir à tout ce qu'il avait entendu. Quand il reprit la séance, son visage avait complètement changé. Il n'était plus seulement un magistrat appliquant froidement la loi, mais un homme qui avait vu la vérité nue et crue dans toute sa beauté tragique. La pause pour délibérer dura 3 heures interminables. Léa resta assise à côté de sa mère tout ce temps, lui tenant la main et lui chuchotant des mots de réconfort. La salle s'était vidée, mais les journalistes attendaient dehors, conscients d'être face à une affaire qui ferait histoire dans la jurisprudence française. Quand le juge rentra, son visage était solennel mais déterminé. La salle se remplit à nouveau en quelques minutes. Tous voulaient entendre ce verdict qui resterait à jamais gravé dans les mémoires. Le juge Dubois annonça que le tribunal avait délibéré. Mais avant de lire le verdict, il voulait prononcer quelques mots qui n'étaient pas prévus au protocole. Il se leva, ce qu'il ne faisait jamais pendant les procès. Il expliqua qu'en 40 ans de carrière, il avait vu beaucoup d'affaires difficiles, mais jamais rien de comparable à ce qu'ils avaient vécu ce jour-là. Une fillette de 12 ans avait enseigné à tous ce que signifiait l'amour, le courage et la justice. Il regarda directement Léa, lui disant qu'elle ne pourrait jamais devenir avocate au sens technique à cause de son âge, mais qu'elle avait démontré une compréhension de la justice que beaucoup de professionnels n'atteignent jamais. Il s'adressa ensuite à Catherine en expliquant que la loi française prévoyait des peines sévères pour l'homicide volontaire, mais aussi des circonstances atténuantes pour ceux qui agissent en état de nécessité pour se protéger ou protéger autrui d'un danger grave et imminent. La salle retenait son souffle, tandis que le juge expliquait que, se basant sur les preuves présentées, sur les témoignages audiovisuels et surtout sur l'extraordinaire documentation rassemblée par Léa, le tribunal considérait que Catherine avait agi en légitime défense pour se protéger et protéger sa fille de violences qui auraient pu causer des dommages irréparables ou la mort. Catherine Martin fut acquittée de toutes les charges pour avoir agi en état de nécessité et de légitime défense.
La salle explosa en applaudissements spontanés et libérateurs. Léa serra sa mère dans ses bras en pleurant de joie, tandis que Catherine s'effondrait sur sa chaise, submergée par l'émotion et le soulagement après des mois de cauchemar. Mais le juge n'avait pas fini. Il recommanda que l'affaire de Léa Martin soit étudiée dans les universités de droit comme exemple de courage civique et de recherche de la vérité. Et il promit personnellement à Léa que quand elle aurait 18 ans, si elle voulait vraiment devenir avocate, il lui écrirait une lettre de recommandation pour n'importe quelle université de France. Léa éclata en sanglots, mais cette fois, c'était des larmes de joie pure. Elle se leva et remercia le juge avec une révérence formelle, comme elle l'avait vu faire dans les films de tribunal, et d'une voix tremblante lui dit qu'elle avait toujours su que la vérité triompherait. 6 mois après le verdict qui avait fait le tour de toute la France, Léa et Catherine Martin commencèrent une nouvelle vie dans une petite ville de Provence, loin des souvenirs douloureux de Paris. Catherine avait trouvé du travail comme secrétaire dans un cabinet médical, et Léa avait recommencé le collège dans un environnement complètement nouveau. L'affaire Martin était devenue un symbole de la lutte contre les violences conjugales dans toute la France. Léa recevait des centaines de lettres d'enfants et d'adultes qui lui racontaient leurs histoires d'abus, trouvant en elles un exemple de courage et d'espoir. Un matin de printemps, tandis que Léa se préparait pour aller au collège, arriva une lettre officielle de l'université Paris-Sorbonne. La faculté de droit l'invitait à donner une conférence sur les droits des mineurs et la protection contre les violences domestiques. Léa laissa tomber la lettre, incrédule. Elle avait 12 ans et une université prestigieuse l'invitait à parler devant des étudiants et professeurs de droit. Catherine, en lisant la lettre, serra sa fille dans ses bras avec une fierté infinie. Quand elle lui demanda si elle était fière d'elle, Léa répondit qu'elle était fière de sa mère qui avait été courageuse quand elle n'était qu'une petite fille effrayée. Mais Catherine secoua doucement la tête. Sa fille n'avait jamais été seulement une petite fille effrayée. Elle avait toujours été une petite guerrière qui avait protégé sa mère avec un courage qui dépassait son âge. Cet après-midi-là, Léa s'assit à son nouveau bureau et commença à écrire ce qui deviendrait son premier livre, Les dessins de la vérité, l'histoire d'une fillette qui sauva sa mère. Dans le livre, elle racontait non seulement leur histoire, mais aussi celle de toutes les femmes et enfants qui subissent la violence en silence. Les bénéfices des ventes iraient intégralement à des fondations qui aident les victimes de violences domestiques. Le premier exemplaire, elle le dédia à sa mère, le deuxième au juge Dubois, et le troisième à toutes les victimes de violences qui n'avaient pas encore trouvé le courage de parler. Lors de la présentation du livre à Paris, 1 an après le verdict, Léa revit le juge Dubois qui était venu spécialement pour l'événement. Quand il lui demanda comment allait la future avocate, Léa répondit qu'elle étudiait beaucoup, mais qu'elle avait compris qu'elle voulait devenir juge, comme lui. Elle voulait devenir juge parce que les juges ont le pouvoir de changer les vies, et elle voulait utiliser ce pouvoir pour protéger d'autres enfants comme elle. 5 ans après le procès qui avait changé sa vie, Léa Martin avait 17 ans et était sur le point d'obtenir son baccalauréat avec mention très bien. Son histoire avait inspiré des changements législatifs concrets en France. La loi Léa avait été adoptée, permettant aux mineurs de témoigner dans les affaires de violence domestique avec des procédures spécifiquement conçues pour les protéger et les écouter. Catherine avait complètement reconstruit son existence. Elle s'était diplômée en psychologie et travaillait maintenant dans un centre d'aide aux femmes battues, aidant d'autres femmes à sortir de situations similaires à la sienne. Elle avait aussi écrit un livre sur son expérience, devenant une voix reconnue dans la lutte contre les violences conjugales. Mais le véritable héritage de Léa, c'était les milliers de lettres qu'elle continuait à recevoir. Des enfants qui trouvaient le courage de parler, des femmes qui quittaient des maris violents, des familles qui se reconstruisaient après des années de silence et de peur. Une de ces lettres arriva d'une fillette nommée Emma, 9 ans, qui vivait à Lyon. Elle avait lu l'histoire de Léa et avait compris qu'elle aussi pouvait parler du copain de sa mère qui lui faisait du mal. Maintenant, elle savait que quelqu'un l'écouterait.
Léa lut cette lettre et sentit que toute la douleur qu'elle avait traversée avait eu un sens profond. Elle appela immédiatement les services sociaux de Lyon et s'assura personnellement qu'Emma reçoive l'aide dont elle avait besoin. Le jour du baccalauréat, Léa fut invitée à prononcer le discours d'adieu pour tous ses camarades de classe. Elle monta sur la scène de l'auditorium, regarda le public rempli de parents fiers et commença à parler de la leçon la plus importante qu'elle avait apprise. La vérité a un pouvoir incroyable, et même la voix d'un enfant peut changer le monde si elle dit la vérité. Dans quelques mois, elle commencerait l'université pour étudier le droit, non pas pour devenir célèbre ou gagner des procès, mais pour s'assurer qu'aucun enfant ne doive jamais grandir dans la peur. L'auditorium explosa en applaudissements chaleureux. Léa vit dans le public le juge Dubois, maintenant à la retraite, qui lui fit un signe d'approbation qui la remplit d'une fierté infinie. Dans sa conclusion, Léa s'adressa directement à tous les enfants qui l'écoutaient, leur disant que leur voix compte, que leurs dessins, leurs mots, leurs sentiments sont importants. Ils ne devaient jamais avoir peur de dire la vérité, car quelque part il y a toujours quelqu'un prêt à les écouter. Cet après-midi-là, Léa reçut un cadeau inattendu du tribunal de grande instance de Paris, une petite balance dorée, avec un mot qui la définissait comme « futur juge Martin » et lui souhaitait que la justice soit toujours avec elle. Léa tint dans sa main cette petite balance et fit une promesse silencieuse. Elle passerait sa vie à protéger les innocents et à donner une voix à ceux qui n'en avaient pas. Car parfois la justice a le visage d'une fillette de 12 ans qui trouve le courage de dire la vérité quand tous les adultes ont échoué. Si cette histoire vous a touché le cœur et vous a fait croire au pouvoir de la vérité et du courage, laissez un like et partagez. Léa et Catherine prouvent que même dans les moments les plus sombres, l'amour d'une famille peut triompher de tout. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent le courage de ceux qui luttent pour la justice. Activez la cloche.